la professeure Flog, ça nous fait plaisir de t'avoir ici avec nous ce matin. Merci Salim, merci de m'avoir associée à cette aventure. Je suis particulièrement contente de pouvoir participer à cette journée. Alors, donc je sais évidemment que tu t'intéresses à Shouchart, hein, c'est une évidence. Et donc voilà, donc je voulais revenir sur donc, un éminent linguiste avant l'heure, enfin, la linguistique n'est pas établie évidemment au XIXe siècle, qui est très peu connu en France au-delà du milieu des créolistes, mais qui mériterait probablement de l'être. Bon, très brièvement, Shouchart, il a eu une très longue carrière avec près de 60 ans de publications scientifiques. Après une carrière brillante, avec une thèse à 22 ans, avec une leçon inaugurale pour sa première chaire professorale à 28 ans. Donc Shouchart a été éduqué, ou il a fait sa formation de façon tout à fait classique chez les grands de l'époque, donc qui étaient les représentants de la grammaire comparée, donc en particulier chez August Schleicher. Il a fait ses études dans plusieurs villes, mais en particulier à Iéna et à Rome. Et il a fait, après quelques passages rapides entre Leipzig et Halle, il a fait l'essentiel de sa carrière à Graz, dans l'actuelle Autriche, et où il est donc décédé en 1921. Alors, l'œuvre de Shouchart est particulièrement bien diffusée. L'intégralité de son œuvre est disponible en ligne sur le site des archives de l'université de Graz. On y trouve en particulier une multitude, l'intégralité de sa production scientifique à proprement parler, mais aussi des informations, des textes sur Shouchart et les documents d'études qu'il a distillés dans ces textes. Par ailleurs, on trouve donc un certain nombre de recueils de textes, des recueils choisis de textes de Shouchart, le cas échéant, avec une traduction. Voilà, donc j'ai eu la chance de participer un petit peu tardivement, parce que j'étais embarquée dans le bateau plus récemment, mais donc j'ai pu participer avec Robert Nicolai et André Tabouret-Keller donc à la sélection d'un certain nombre de ces textes en vue de leur publication. Donc le deuxième tome vient de paraître, et donc ce n'est pas tout à fait exclu qu'il y ait encore des suites. Voilà, alors comment Shouchart, qui au départ était destiné à travailler sur la diachronie des dialectes romans, dans la filiation, enfin justement, dans l'esprit de la grammaire comparée, comment en est-il venu à s'intéresser au contact et au créole? Eh bien, précisément, c'est dans la recherche qui est chez lui quelque chose d'extrêmement méticuleux, extrêmement précis. Il est tombé sur l'évidence qu'un certain nombre de changements ne pouvaient pas s'expliquer avec les lois phonétiques qui étaient un petit peu qui étaient totalement le mainstream à l'époque, et que la possibilité des contacts linguistiques n'était pas quelque chose de marginal, mais plutôt la règle dans les changements ou dans les phénomènes observés. Donc, son intérêt pour les langues mixtes, on peut retourner la question pour les contacts linguistiques, pour les langues mixtes, pour les mélanges de langues. Toute cette terminologie n'est pas très fixée. Il est assez attentif à comment il nomme les phénomènes qu'il décrit. Pour autant, à l'époque, la terminologie n'est pas fixée et il se cherche. Il se cherche tout le long de sa carrière, et c'est probablement, bon, je ne sais pas, en le lisant, j'ai un peu l'impression que c'est un échec de sa carrière de ne pas avoir réussi à proposer finalement un modèle général des contacts linguistiques. Mais l'esquisse en est présente dans son œuvre, et puis je vais essayer d'illustrer ça à travers le texte de Lingua Franca dans un instant. Alors, Shouchart, pour la première fois, à ma connaissance, formule le problème de façon explicite
dans la recension de l'ouvrage de Adam, en disant que le contact est un problème majeur, donc ce n'est pas quelque chose de marginal, mais que pour qui s'intéresse aux sciences du langage et au fonctionnement des langues, le contact, il doit absolument être problématisé. Alors, en ce qui le concerne, il investit dans un premier temps dans les créoles à base portugaise. Dans un premier temps, c'est pas vrai. Il investit simultanément dans différents créoles, mais il consacre une énergie assez importante pendant plusieurs années à mener des recherches sur les créoles à base portugaise. Donc on voit à travers une poignée de publications à ce sujet, qui sont une sorte de jeu de pistes. C'est difficile d'en lire un et un seul pour se documenter sur ce qui est inscrit dans le titre, mais si on les prend tous ensemble, il y a une certaine cohérence. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les textes, ils se renvoient les uns aux autres, et finalement, la cohérence de l'image ne peut apparaître que si on les considère ensemble. Donc cet investissement dans les créoles est stratégique dans un premier temps, en pensant que c'est des langues jeunes. Donc on a une documentation précise ou plus précise sur ces langues que sur d'autres langues. Et que par ailleurs, s'il fallait maintenir la métaphore organiciste des langues mères et des langues filles, ce serait plutôt avec les langues créoles qu'on trouverait des explications, qu'on trouverait des éléments de réflexion intéressants dès lors qu'il y a une rupture avec la langue mère. Mais bon, au fond, il s'inscrit largement en faux par rapport à cette vision organiciste qui est dominante donc, au XIXe siècle. Pendant toute sa carrière, Schuchardt entretient, comme le faisaient la plupart des philologues à l'époque, une correspondance intense avec ses collègues. Donc, exemple, parmi les créolistes, il n'a pas uniquement correspondu avec les créolistes, mais bon, en ce qui concerne notre sujet, en particulier avec Coelho, avec qui il a échangé pendant près de 30 ans, et avec qui il était en opposition explicite par rapport à ses positionnements et par rapport à ses interprétations du fonctionnement des langues créoles. Néanmoins, on voit à travers la correspondance au fil des ans qu'il y a véritablement une sorte d'amitié qui se construit entre ces deux hommes qui débattent de leurs objets et de la manière de les considérer. Donc ici, par exemple, dans le texte qui concerne le créole de Saint-Thomé, il adresse frontalement à Coelho en lui reprochant de ne considérer que les facteurs physiologiques, psychologiques, c'est-à-dire en fait de ne jurer que par les lois phonétiques, et d'affirmer sa propre position qui consiste à voir ces émergences comme un phénomène multifactoriel où il y a beaucoup d'éléments à considérer, et en particulier l'influence entre les différentes langues. Ensuite, donc dans un autre texte, alors il me semble qu'ici c'est, oui, pardon, je n'ai pas bien référencé, c'est la recension de Adam, où il en réfère à nouveau à Coelho, mais où il énonce explicitement sa vision des choses et ce qui va être son projet pour la suite. Donc à savoir de considérer avec attention et avec détail ce qu'il appelle les éléments ethnologiques. Donc on parlerait aujourd'hui plutôt de facteurs externes. Donc de travailler à une contextualisation des phénomènes linguistiques et des changements observés. Et donc de bien se garder de conclusions trop hâtives tant que la documentation n'est pas faite. Ce qui explique, ce deuxième aspect explique d'ailleurs pourquoi il a
abandonné le travail sur les créoles portugais à un moment donné, parce qu'il pensait avoir fait le tour de la documentation disponible, et ça ne lui paraissait pas satisfaisant pour arriver à des conclusions solides. Maintenant, je voudrais illustrer cette approche de Schuchardt à travers un texte majeur. C'est un texte relativement court, une vingtaine de pages, Lingua Franca. Alors, ce texte, il aurait pu être publié en français depuis longtemps. Il y a différents choix qui font que ça n'a pas été le cas. Mais il existe des traductions anglaises, il y en a deux. À ma connaissance, il y en a une en italien, il y en a probablement d'autres dont je n'ai pas pris connaissance. Donc c'est un texte qui est assez représentatif de l'écriture et de la façon de réfléchir de Schuchardt en général. Et donc je vais vous proposer ici ma lecture, ma modeste lecture de cette œuvre majeure. Voilà, en essayant de le relier à ce que je pense être réellement les fondements, les prémices d'une sociolinguistique qui évidemment tardera encore à s'affirmer. Alors, donc, la lingua franca, qu'est-ce que c'est? Il en donne au début de son texte une définition assez générale, qui compose donc avec 4 aspects que je mets en exergue. D'une part, la fonction véhiculaire, d'autre part, son ancrage géographique, donc avec une extension géographique énorme, mais diffuse. Le questionnement sur le contact, qui va faire un petit peu le nœud du problème en quelque sorte, et en écho ou en effet secondaire, le questionnement sur la stabilité et sur la catégorisation des langues en général. Alors pour ce qui est de la fonction véhiculaire, alors, on trouve, c'est un jeu de piste, là aussi, hein, donc je garde une citation et j'essaie de la rapprocher d'autres, parce que ce n'est pas aussi linéaire, et les textes sont évidemment, à cette époque-là, c'est assez fréquent, ne sont pas structurés de façon aussi technique et aussi lisible, premier abord, que c'est le cas aujourd'hui. Donc, il est assez fréquent de trouver une idée et de la retrouver 10 pages plus loin pour pouvoir, dans un autre contexte, mais c'est aussi un témoignage d'une approche par la complexité. Donc, la fonction véhiculaire, qui est donc un des aspects centraux de la lingua franca, décrite ici comme étant restreint à des fonctions précises, très étendues, mais enfin, un usage très répandu, mais sur des fonctions très spécialisées. Et il en profite pour distinguer la lingua franca des créoles, justement, par l'idée de nativisation. Ça, c'est ce qui va faire effectivement par la suite, au XXe siècle, la différence entre les pidgins et les créoles. Alors, Schuchardt parle par ailleurs, ici, il fait une référence au pidgin anglais, mais pour l'instant, il n'utilise pas la terminologie pidgin de façon massive. Donc, on a ici les prémices à la distinction qui va être un petit peu classique au XXe siècle entre les pidgins et les créoles. Donc, lingua franca qui serait du côté des pidgins. Par ailleurs, donc, il observe que l'extension tout autour de la Méditerranée de la lingua franca amène aussi la difficulté à le délimiter précisément. Donc, selon les sources, la délimitation peut être différente et que la stabilité
linguistique, enfin, la stabilité en lien avec les langues qui semblent être les ingrédients, que la lingua franca, selon la région, n'est pas la même, qu'il y a un centre, mais qu'il y a donc des franges qui sont différentes, variables. Donc là, on retrouve quelques idées en lien avec la théorie des ondes, par exemple, à laquelle il a au moins collaboré fortement à la fin du XIXe siècle. Ensuite, bon, évidemment, la question du contact, je ne vais pas en dire grand-chose de plus ici parce que je vais en reparler ensuite, mais dans l'intrigue, on trouve une préoccupation majeure pour le matériel lexical, ce qui est général chez lui. Puis, enfin, Schurart s'intéresse beaucoup à la phonétique, mais beaucoup au lexique, très peu encore à la syntaxe. On trouve des éléments morphologiques, mais au niveau de la syntaxe, il n'a pas beaucoup de réflexion. Maintenant, en termes de contact, dans l'intrigue sont les populations de marins, les Espagnols, les Portugais, ensuite les Arabes et les Turcs, a priori. C'est ce qu'on va voir dans les phénomènes de contact plus précisément par la suite. Alors, le problème, Schurart le souligne à plusieurs reprises, ou en tout cas, on voit bien qu'il prend des précautions et qu'il n'est pas à l'aise avec les dénominations. La question, c'est quelle est la stabilité de la lingua franca? Est-ce qu'il s'agit d'un parler, d'un idiolecte individuel, ou est-ce qu'il s'agit d'une langue digne de ce nom, stabilisée, etc. Mais ce qui est important de souligner, c'est que ce n'est pas pour lui la préoccupation première de lui trouver un nom, mais plutôt de prendre ses distances techniquement avec une vision essentialiste des phénomènes langagiers. Alors maintenant, à propos de la lingua franca, alors Schurart, il est toujours très très bien documenté. J'ai abordé cette question tout à l'heure, je l'ai effleurée à travers le problème de la documentation, à travers la question des archives. Donc, il exploite toutes les sources qu'il peut trouver, professionnelles, amateurs, publiques, privées, en les mettant à leur place, en les contextualisant au fur et à mesure. Je ne peux pas trop insister sur cette question-là, mais c'est extrêmement important pour lui, le corpus, la documentation et la juste interprétation de ces sources. Donc, en particulier, il constate que dans les sources qu'il convoque, que la lingua franca, elle est présente dans toutes les bouches ou dans tous les textes, tout le monde en parle, tout le monde dit que ça existe, mais finalement, on trouve peu de choses consistantes, peu d'éléments descriptifs concrets à propos du phénomène. Alors, je vais passer là-dessus parce que j'ai pas le temps, mais c'est l'illustration d'une des sources qu'il a utilisées. Voilà, donc la question de la dénomination, il pose une réflexion sur l'origine du terme, l'origine probable du terme de lingua franca, en la contrastant et en la rapprochant des différentes appellations qui sont en usage en même temps, enfin les hétérocatégorisations des langues entre les colons et les marins, enfin les différentes populations, les soldats éventuellement. Donc voilà, vous avez aussi des réflexions sur la notion du petit mauresque, sur le petit français, etc. Donc en particulier le sabir, là aussi je vais aller très très vite. Le sabir est globalement synonyme de la lingua franca. Cependant, ce qui est appelé le sabir au XIXe siècle, où il y a un petit peu une mode, n'a probablement pas la même cible que le sabir du Moyen-Âge, enfin de la même cible référentielle que le sabir marin du Moyen-Âge. Voilà, maintenant, plus spécifiquement par rapport au contact linguistique, donc, qui est
est problématisé chez Schuchardt, eh bien, il commence d'abord par affirmer que ce serait totalement injustifié de considérer la lingua franca comme étant du lexique roman avec de la grammaire arabe. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc il argumente toujours avec beaucoup d'exemples. Je n'ai affiché un juste pour que vous voyez un petit peu comment s'organise l'argumentation. Je ne vais pas pouvoir insister dessus, mais en gros, il fait l'histoire sociale du mot, pas seulement de l'étymologie, mais aussi de l'usage. Il projette vraiment il contextualise historiquement le mot pour imaginer dans quel scénario le changement ou l'appropriation a pu avoir lieu. Alors, il en vient à constater que dans un certain nombre de cas, pour ne pas dire dans beaucoup de cas, il n'est pas tout à fait évident d'attribuer un item à une langue historique particulière et qu'on a des phénomènes de convergence. Donc, à ce moment-là, il ne parle pas de convergence, il en parle ailleurs, donc c'est un terme qui est présent chez lui. Ici, il parle de fusion, il me semble, et de mélange, voilà. Donc, en l'occurrence, les convergences entre l'espagnol et l'italien, qui évidemment ont une base lexicale assez proche, et donc où cette convergence est assez plausible, mais on a aussi des convergences de langues plus éloignées. En ce qui concerne la dynamique sociale, et c'est là un des grands mérites, enfin parmi tous les mérites qu'il peut avoir, de Schuchardt, de projeter justement le scénario de l'utilisation comme étant la motivation directe d'un processus qui se met en route. Alors le premier, c'est ce que j'ai appelé ici avec un mot-clé le bilinguisme en opposition avec la langue véhiculaire. Donc où on arrive à la conclusion que le plurilinguisme diffus, multilatéral, est favorable à la lingua franca, et dès lors que le bilinguisme français-arabe sous la colonisation française de l'Algérie s'est développé, la lingua franca a perdu du terrain et a fini par s'éteindre. Donc voilà, donc l'opposition de différents scénarios de contact qui ont des conséquences linguistiques différentes. Alors, un autre élément important pour la motivation des changements, c'est la question de l'input réduit chez les locuteurs de lingua franca, qui est aussi en jeu dans la créolisation. Mais donc lui, il défend la thèse que ce n'est pas les locuteurs de la lingua franca ou des créoles qui ont opéré eux-mêmes certains changements, ou par exemple l'utilisation exclusive de l'infinitif et au détriment des formes fléchies. Ici, en particulier, il dit que ça ne peut pas être les Arabes. En arabe, il n'y a pas d'infinitif, donc il ne peut pas y avoir une influence directe de l'arabe là-dessus, et que par ailleurs, il n'avait pas la connaissance et l'empirie, la fréquence d'utilisation suffisante pour se rendre compte à quel point, dans les langues roumanes, l'infinitif est central pour l'utilisation. Donc il est beaucoup plus probable que ce soit les colons eux-mêmes qui aient opéré des simplifications en contact avec les autochtones et qui aient infléchi le parcours linguistique, la dynamique linguistique en faveur de l'infinitif comme forme unique des verbes. Donc d'après lui, il aurait été beaucoup plus plausible que les Arabes utilisent la troisième personne du singulier, qui est un petit peu la forme de base en arabe correspondante à notre infinitif. Je passe dessus. Donc,
tous ces éléments m'amènent à considérer Schuchardt comme un précurseur d'une sociolinguistique émergentiste. Donc beaucoup plus que simplement un créoliste ou un dialectologue. Donc quelqu'un qui a pris la mesure à un moment où le temps n'était pas mûr en réalité, que les langues, eh bien, elles ne vivent que par les usages et par les populations qui les pratiquent. Et qu'en conséquence, c'est de ça qu'il fallait prendre la mesure si on voulait décrire de façon adéquate ce qui se passe au fil du temps dans les communautés humaines. Je vous remercie.